Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette pause gagnante de rentrée, ce rendez-vous d'information et de veille que nous organisons chaque mois. Toujours le même format pour notre webinaire, on va avoir 20 minutes de présentation suivi d'un temps de réponse à vos questions. Comme d'habitude, une petite précision technique avant de commencer. Vous pourrez poser toutes vos questions pendant la présentation en les écrivant dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire, après l'intervention de nos animateurs. Après avoir évoqué des sujets aussi divers que la fiscalité, la création d'entreprises ou la fidélisation des salariés, nous souhaitons aujourd'hui vous présenter le dispositif de la location meublée non professionnelle sous l'angle des récentes modifications législatives. Nous voici donc en présence de Clémence Caudel, conseillère patrimoniale. Bonjour à tous. Et de Loïc Boirouge, responsable d'équipe comptable à Bar-le-Duc. Bonjour à tous. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Loïc et Clémence, nous vous écoutons. Une précision avant de démarrer, nous traiterons ici principalement du loueur meublé non professionnel, sans aborder les spécificités fiscales et sociales de la location meublée professionnelle qui pourrait faire l'objet de plus amples développements. Tout d'abord, qu'est-ce que la location meublée non professionnelle ? C'est la mise en location par un propriétaire bailleur d'un logement d'habitation qui comporte des meubles et équipements qui permettent au locataire d'y vivre avec ses seuls effets personnels. Un décret du 31 juillet 2015 fixe la liste des biens devant garnir le logement pour qu'il soit considéré comme meublé. Pour exemple, cela va de la literie au matériel d'entretien ménager en passant par les ustensiles de cuisine. Pour compléter, la location meublée peut concerner les logements qui constituent la résidence principale du locataire, mais aussi les locations saisonnières dites meublées de tourisme, classés ou non classés, ou encore les gîtes ruraux ou les résidences avec services, comme les résidences étudiantes, les EHPAD ou les résidences services seniors. Fiscalement, la distinction entre loueur meublé professionnel et non professionnel se fait par l'application de deux critères. Si le loueur remplit cumulativement les deux critères, alors il est loueur meublé professionnel. Le premier critère est que les recettes locatives annuelles tirées de la location meublée doivent dépasser 23 000 € TTC. Et ces recettes, ça c'est le deuxième critère, si elles sont supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal, donc ça va être les salaires, les pensions de retraite, les BIC, les BA, alors le loueur est professionnel. Donc si l'une des deux conditions n'est pas remplie, le loueur est considéré comme non professionnel. Tout à fait. Et peux-tu nous dire s'il y a des obligations déclaratives concernant la location meublée ? En effet, le loueur doit réaliser une déclaration d'existence dans les 15 jours suivant le début d'activité auprès du guichet des formalités et des entreprises afin d'obtenir un numéro de SIRET et d'indiquer le régime d'imposition retenu. Pour les meublés de tourisme et la location saisonnière, il y a 3 règles spécifiques supplémentaires. Le loueur doit réaliser une déclaration préalable auprès de la mairie de la commune dans laquelle se situe le bien via un formulaire CERFA ou dans certaines communes via télédéclaration. Il y a également, depuis la loi Le Meur de 2024, une autorisation préalable de changement d'usage pour les locaux qui passent de logements d'habitation ou commerciaux à location saisonnière. Et dans ce cas-là, c'est le conseil municipal de la commune qui devra donner son accord. Et enfin, le loueur devra vérifier que le plan local d'urbanisme de sa commune n'interdit pas l'hébergement touristique. On voit donc que l'investissement en location meublée non professionnelle ne s'improvise pas. Il faut le préparer en amont. Le bailleur devra également déclarer chaque année les revenus tirés de la location meublée lors de sa déclaration de revenus, dans la catégorie BIC des bénéfices industriels et commerciaux. Excellente transition avec la suite. Tu peux nous en dire plus sur la fiscalité annuelle de la location meublée non professionnelle ? Bien sûr. Comme je l'ai dit, les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et comme tu l'as dit, il y a plusieurs régimes d'imposition possibles. Il y a tout d'abord le régime du micro-BIC, qui permet d'appliquer un abattement forfaitaire sur les loyers encaissés pour la détermination du résultat imposable, sous condition de respect de certains seuils. Ces seuils sont appréciés selon le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile N-1 et N-2. L'abattement s'applique sans qu'il soit besoin d'apporter des pièces justificatives de charge. Selon type de location, l'abattement et les seuils ne sont pas les mêmes et les règles ont changé à compter de 2025. Pour du meublé classique, qui est la résidence principale du locataire, et pour du meublé de tourisme classé, tant que les recettes n'excèdent pas 77 700 €, il est possible de bénéficier du régime micro-BIC avec un abattement de 50%. Seulement la moitié des revenus sont imposables dans ce cas. Pour classer son meublé de tourisme, il faut en faire la demande à un organisme de classement,
agréé qui s'appelle le COFRAC. Les modalités du classement sont disponibles sur le site d'Atout France. Pour les locations meublées de tourisme non classées, le seuil à ne pas dépasser est de 15 000 € et l'abattement est de 30%. Une précision supplémentaire, il n'est pas possible de bénéficier du régime micro-BIC lorsque l'activité meublée est exercée en société, donc soit une SARL de famille ou une SCI, ou lorsque l'activité est exercée en indivision. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler du régime réel qui s'applique soit sur option ou lorsqu'on dépasse les seuils du régime micro-BIC ? Alors, le régime réel, il va permettre de déterminer le résultat imposable en tenant compte des charges réelles de la location et il implique de tenir une comptabilité commerciale. ADO peut d'ailleurs vous accompagner pour ce faire. La base reste celle des recettes annuelles auxquelles sont déduites les charges réelles telles que les frais d'acquisition, les intérêts d'emprunt, les frais de gestion, les assurances, les taxes foncières ou les dépenses d'entretien et de réparation. Et à toutes ces charges vient s'ajouter une charge supplémentaire, une déduction supplémentaire qui est l'amortissement. C'est cette charge d'amortissement qui est la caractéristique de la location meublée et qu'on ne retrouve pas en location nue classique. L'amortissement, il va permettre de constater une dépréciation sur les biens inscrits au bilan. Sur de la location meublée, on va pouvoir amortir les meubles sur une durée entre 7 et 10 ans et les immeubles, sauf la valeur du terrain, sur une durée généralement au-delà de 25 ans. L'amortissement va permettre de générer une charge supplémentaire sans sortie de trésorerie qui entraîne généralement un faible résultat imposable. C'est bien ça. Et si la déduction des charges conduit à constater un déficit, il est reportable sur les exercices suivants dans la limite de 10 ans. Si c'est l'amortissement qui a conduit à générer ce déficit, il est reportable indéfiniment. D'ailleurs, il ne suffit pas de garnir son bien de meubles en fin d'année pour que tous les revenus de la location soient considérés comme des BIC sur l'année entière. Si le bien était loué nu avant le passage en meublé, les loyers de la location nue restent des revenus fonciers. Et c'est seulement à partir du passage en meublé que les loyers sont des bénéfices industriels et commerciaux. Petite précision, en cas de décès ou d'invalidité du loueur, une attention particulière est à apporter concernant le remboursement du prêt bancaire par les assurances emprunteurs. En effet, cela constitue donc un produit exceptionnel qui sera imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui peut générer une imposition importante l'année de la survenance de l'événement. Maintenant que l'on sait comment sont déterminés les revenus imposables, que ce soit au régime micro-BIC ou au régime réel, peux-tu nous dire comment sont imposés ces revenus ? Alors, les revenus de la location meublée non professionnelle sont taxés en principe au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il y a également les prélèvements sociaux à régler au taux actuel de 17,2%. Dans certains cas, le loueur n'est pas soumis aux prélèvements sociaux, mais va être soumis aux cotisations sociales et relèvera de la sécurité sociale des indépendants. C'est le cas pour les loueurs meublés non professionnels qui réalisent plus de 23 000 € de recettes issues de la location saisonnière ou, dans certains cas, lorsque l'activité est réalisée via une société comme une SARL de famille. En tout état de cause, le choix du régime d'imposition entre micro-BIC et régime réel n'est pas neutre et nous sommes là pour vous accompagner, notamment en réalisant des simulations d'investissement pour adapter vos choix en fonction de votre situation. Les loueurs en meublé non professionnels sont également redevables de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière. Le taux d'imposition dépend de la commune du bien loué. Il y a des cas d'exonération de CFE. Par exemple, pour les contribuables réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € ou ceux qui louent tout ou partie de leur résidence principale. Certaines communes ont pu décider également de mettre en place la taxe de séjour sur les locations saisonnières. Il est possible de vérifier si le loueur en est redevable et doit donc la collecter sur un site mis en place par l'administration fiscale. En cas de recours à une plateforme de location en ligne, c'est la plateforme qui doit collecter et reverser à la commune la taxe de séjour. En ce qui concerne la TVA, en principe, la location meublée est exclue du champ de la TVA, sans option possible. Seuls les loueurs en meublé qui réalisent 3 des 4 prestations para-hôtelières sont taxés de plein droit à la TVA. Les 4 prestations possibles sont la fourniture d'un petit déjeuner selon les usages professionnels, la fourniture de linge de lit et de toilettes proposée de manière régulière, au moins une fois dans la semaine, le nettoyage régulier des locaux, pareil, au moins une fois par semaine, et la réception de la clientèle, même si elle est non personnalisée. Donc une boîte à clés peut fonctionner pour avoir une réception de la clientèle. Si 3 de ces 4 prestations sont proposées, le loueur doit collecter de la TVA sur le prix de la location et peut récupérer la TVA sur ses charges, sur les travaux ou sur l'achat par exemple.
Et maintenant que nous avons vu ensemble la fiscalité annuelle de la location meublée non professionnelle, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe en cas de vente d'un bien? Oui. Lorsqu'un loueur meublé non professionnel vend un bien immobilier soumis à ce régime, ou qui a été soumis, c'est un fait générateur de plus-value immobilière. Les règles ont changé depuis la loi de finances pour 2025. La plus-value relève des plus-values immobilières des particuliers. Depuis 2025, pour déterminer la base imposable, on prend en compte les amortissements pratiqués pendant les périodes de location meublée. On part bien du prix de vente, auquel on déduit le prix d'acquisition et les amortissements pratiqués, et auquel on ajoute le montant réel des travaux, s'il y en a, ou le forfait de 15% du prix d'acquisition, et le montant soit donc réel des frais d'acquisition, ou le forfait de 7,5% calculé sur le prix d'acquisition. Si les travaux ont été déduits en charge, ils ne majorent pas le prix d'acquisition. Si au contraire, ils ont été immobilisés et amortis, leur valeur nette comptable majore le prix d'acquisition. On va prendre un exemple pour un bien acquis le 1er janvier 2010 pour 150 000 € et vendu le 1er janvier 2026 pour 200 000 €. Au premier abord, on pourrait se dire on a une plus-value de 50 000 €, c'est-à-dire prix de cession à 200 000 moins prix d'acquisition à 150 000. Dans la réalité, on va faire un petit calcul où on va déduire, donc dans notre exemple, on a pris selon une méthode forfaitaire, c'est-à-dire qu'on a pris des frais d'acquisition calculés à hauteur de 7,5% du prix d'acquisition, qui représente 11 250 €, des travaux à hauteur de 15% qui représentent 22 500 €, et un amortissement calculé à hauteur de 86 400 €. On a donc un prix d'acquisition qui est corrigé pour 97 350 €, qui nous donne une plus-value brute avant abattement de 102 650 €. Et en effet, sur le montant de cette plus-value brute, on va pouvoir appliquer un abattement pour durée de détention, qui est appliqué comme pour la vente d'un bien immobilier classique. Et on a deux taux différents d'imposition. On va avoir le taux d'IR qui est de 19% et les prélèvements sociaux qui sont appliqués au taux de 17,2% actuellement. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on va calculer l'abattement de durée de détention sur l'impôt sur le revenu et sur les contributions sociales. Dans notre exemple, on va avoir un impôt au taux de 19% autour de 6 000 € et des contributions sociales autour de 14 000 €, ce qui nous fait une imposition totale de 21 000 € en termes d'impôt sur la plus-value, pour une plus-value qui était autour de 100 000 €, on le rappelle. Et donc pour le calcul de la plus-value, on va avoir une exception. Les amortissements ne sont pas repris si les biens ont été loués en meublé de résidence universitaire ou service senior, en EHPAD ou en logement accueillant des personnes en situation de handicap. Concernant les meubles, s'ils sont vendus en même temps que l'immeuble, la plus-value relève du régime des plus-values professionnelles. Les amortissements sont donc repris et taxés. Pour déterminer la plus-value, on tient compte du prix de cession moins la valeur nette comptable des meubles. Les biens affectés de la location meublée doivent aussi être déclarés lors de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. En effet, si le foyer fiscal détient des biens immobiliers pour une valeur de plus d'1 300 000 €, il doit réaliser une déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Mais dans certains cas, le bien meublé peut bénéficier de l'exonération des biens professionnels. Les conditions pour une exonération sont cumulatives. Le loueur doit tirer plus de 23 000 € de revenus de la location meublée. Les revenus de la location meublée doivent représenter plus de 50% du total des revenus du foyer. Et l'activité de location meublée doit être exercée à la fois à titre professionnel et principal. L'exonération d'IFI concerne donc essentiellement les loueurs en meublé professionnel. Merci beaucoup Clémence et Loïc pour votre intervention qui a été très claire. À présent, nous allons passer à la phase de questions. Donc je vous rappelle que vous avez le loisir d'utiliser l'onglet questions en bas à droite de votre écran. J'ai déjà une première question. Est-il possible de louer en meublé un bien qui est en indivision? Oui, bien sûr. Il est tout à fait possible. Oui, c'est possible. Chaque indivisaire déclare les revenus pour sa quote-part. Alors l'indivision ne peut pas bénéficier du régime micro-BIC que nous avons vu tout à l'heure. Oui. Sauf dans un seul cas, c'est pour des époux qui ont le même foyer fiscal. D'accord. Donc en cas de succession, si vous récupérez un bien en indivision, il est totalement possible donc de le mettre en location. Oui, ça ne pose pas de problème. Est-ce que l'on peut louer à une société en location meublée professionnelle au réel? Qu'en est-il de la TVA? Qu'en est-il des plafonds? Alors, on peut louer du coup à une société en LMNP au réel
Ça va dépendre aussi des autres types de biens qui sont détenus par la société. Si c'est une SARL de famille, ça va être possible. La TVA, on l'a vu tout à l'heure, il faut réaliser 3 des 4 prestations para-hôtelières pour y être assujetti, sinon on n'y sera pas. Et par rapport au plafond, alors ça concerne peut-être une question par rapport à si la société est une SCI. On ne peut pas faire de location meublée dans une SCI parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est considéré comme une activité commerciale et une SCI c'est une société civile immobilière, donc on ne peut faire que de la location civile qui va être de la location nue. Il y a une tolérance fiscale qui va être que si on a seulement moins de 10% des revenus totaux de la SCI qui sont en meublé, on va pouvoir faire du meublé dans la SCI, mais il ne faut pas dépasser ce plafond-là de 10% des revenus. Voilà. En plus, il faut que ce soit de la location à titre occasionnel. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, sinon, la SCI change de régime d'imposition. Si on a de la location meublée dans la SCI, on passe sur un régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Alors, j'ai une question. L'amortissement pour les meubles, à quel endroit sur la déclaration d'impôt doit-on les mettre ? Je pense qu'il y a peut-être un petit amalgame. Oui. Alors, l'amortissement des meubles, en fait, c'est dans la comptabilité de la location meublée. On l'a dit tout à l'heure, quand on est au régime réel, il faut tenir une comptabilité commerciale. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lister tous les meubles et l'immeuble aussi qu'on va pouvoir amortir, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir avoir l'amortissement des meubles. Donc c'est pas dans la déclaration de revenus à proprement parler, mais c'est au préalable dans la comptabilité qui est tenue de manière commerciale. C'est ça, avec le calcul, donc il y aura un calcul de valeur nette comptable au niveau pour calculer la plus-value qui sera donc professionnelle. Donc là il faut que vous dirigez vers votre comptable qui fera le bilan et tous les calculs nécessaires. Alors, il y a aujourd'hui énormément d'appartements en vente, je lis, excusez-moi, qui sont en classe énergétique. Eux, on sait qu'en 2034, il y aura une obligation de remise aux normes, mais que de nombreux propriétaires ne pourront pas. Qu'en est-il ? Alors ça, oui. On ne fait pas les lois, on ne peut pas savoir comment ça va être traité. Là, pour le coup, on va attendre peut-être plus de précision par rapport à tout ça au niveau de l'administration. Après, en fait, que vous soyez en location nue ou en location meublée, la législation sur le respect en fait, des normes énergétiques va s'appliquer également aujourd'hui sur le meublé. On avait eu un doute à un moment donné, puisque c'était 2 locations différentes, mais il y aura aussi ce respect des conditions énergétiques pour les logements meublés. Oui, parce que c'est de l'habitation quand même. Donc, Oui, exactement. Alors, dans un même foyer fiscal, est-il possible de déclarer des locations nues, des locations meublées LMNP et des locations de courte durée dans la résidence principale ? Oui. Oui. Locations nues qui vont rentrer dans le calcul, dans les revenus fonciers classiques, et les locations meublées, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en fonction de, c'est un régime micro-BIC, seront à mettre à un autre endroit sur sa déclaration de revenus au niveau des recettes brutes, et après dans le calcul de la déclaration d'impôt, l'abattement va se calculer automatiquement. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, c'est différents types de revenus, ça pose pas de souci. Quel est le coût annuel pour une comptabilité pour de la location meublée avec Serre France ? Le coût, en fait, il va dépendre de plein de choses. Il va dépendre de votre situation, du nombre de biens que vous mettez en location. Donc, ça se fera au cas par cas en fonction de votre situation personnelle. Là, il faut nous contacter directement, évoquer le cas et on vous fera un devis circonstancié par rapport à votre situation personnelle. Là, il n'y a pas un tarif fixe puisque tout va dépendre en fait du nombre d'opérations qui sont nécessaires pour réaliser en fait la comptabilité. Quand on signe un compromis, peut-on revenir dessus sans frais ? Normalement, dans le compromis, il y a des conditions suspensives pour la réitération du coup de l'acte de vente. Si vous revenez dessus sans qu'une condition suspensive n'ait été réalisée, normalement, il doit y avoir des frais qui sont précisés au sein du compromis. Oui. Par contre, si la condition, par exemple, d'obtention d'un prêt n'a pas été réalisée, là, il est possible de revenir sur un compromis sans frais. Mais normalement, tout est détaillé dans votre compromis de vente. Et normalement, un compromis, quand vous signez un compromis, c'est déjà un contrat que vous passez avec l'acquéreur. Donc, il faut regarder les conditions suspensives et le coût en fait, de la rétractation. Donc je crois qu'il n'y a plus de questions maintenant, on est bon. Merci vraiment à tous pour votre attention. Merci à Loïc et Clémence pour leurs explications très très claires. Et n'hésitez pas donc à les contacter, à contacter les conseillers patrimoniaux et les comptables sur ce sujet. Ils seront à même de vous répondre, donc n'hésitez surtout pas.
J'en profite à présent pour vous annoncer le thème de la prochaine pause gagnante qui sera sur un thème cette fois-ci social, qui sera donc les entretiens professionnels des actes managériaux forts. N'hésitez pas également donc à vous inscrire pour ce prochain webinaire. Merci encore à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.